Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 34e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Xavier Cadieux, seigneur du slapstick et du rire tonitruant de la bande dessinée québécoise et, accessoirement, l'illustrateur des albums La Pitoune et La Poutine avec Alexandre Fontaine-Rousseau aux éditions Pau-Pau, ainsi que Les pires moments de l'histoire, adapté du balado de Charles Beauchesne, publié chez Front Froid. Xavier Cadieux, salut! Allô, allô. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro. Je tiens à dire que aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent, que c'est, puis on en parlait hors micro avant l'enregistrement, qu'en fait c'est probablement la première fois qu'on se rencontre, même si moi comme lecteur ça fait longtemps que je t'ai rencontré. Je pense que je me souviendrai. Je suis un fan du podcast, puis j'ose espérer que si je t'avais rencontré, je t'aurais mentionné ça. Mais peut-être un exposine à l'époque de tes colosses, parce que t'as débuté... Là, corrige-moi si je me trompe, mais moi, en fait, ce qui compose mon gros lichot que certains ont pu lire à la mauvaise tête, c'est essentiellement composé de tes deux premiers colosses que tu as publiés, le premier et le deuxième. Oui. C'est très cartésien. C'est excellent. Alors, mais dis-moi donc... Tes deux fanzines chez Colosse, à l'époque, c'est 2013-2014. Ça, ce sont tes premières publications en bande dessinée. Oui. Mais comment t'es arrivé à la bande dessinée? Ça a toujours été le plan. Ah oui, ok. Donc toi, c'est un plan de longue haleine. Là. C'était un enfant qui fait des zines tout croche, là, puis qui se dit, un jour, je vais faire des bandes dessinées. Wow! OK, puis donc, est-ce que tu as suivi des cours? Parce que je sais que tu enseignes, que tu donnes des ateliers de bande dessinée, mais est-ce que tu as, par exemple, suivi le cours de Jimmy Beaulieu? Oui. Ah bon, voilà. Le premier que j'ai fait, c'est celui de Dominique Poulain à l'Université de Montréal. OK. Ça, c'était capoté. Ah oui? Capoté, bon, oui. C'est là que j'ai rencontré Luc Bossé. C'est lui qui... Dominique Poulain, tout un pédagogue, vraiment un pas pire du tout aussi, là, que je vois encore. Il organise le concours de bande dessinée interuniversitaire. Ah, d'accord, c'est lui, ça. Oui. OK, oui. À l'époque, donnait l'atelier de BD à l'Université de Montréal, donc, que j'ai suivi une fois, que j'ai fait mes premières planches épouvantables, là. Puis après ça, j'ai voulu essayer celui de Jimmy, que j'ai refait quelques fois, puis c'est là que j'ai rencontré toute la gang. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, entre autres, c'est que c'est vrai que Jimmy Beaulieu, dans ses ateliers... toi, est-ce que c'était au Vieux-Montréal ou c'était à Rosemont? Au Vieux-Montréal. Vieux-Montréal, ouais. D'ailleurs, Jimmy enseigne là depuis plus de 20 ans maintenant. C'était Grégoire Bouchard qui donnait ce cours-là avant Jimmy, d'ailleurs. Donc, oui, donc c'est la porte d'entrée de beaucoup de gens de ta génération. Absolument. Les lectrices et les lecteurs de bande dessinée québécoises contemporaines se rendent pas compte à quel point ils sont redevables en quelque part aux ateliers de Jimmy Beaulieu. Ah ben, écoute, j'espère. Moi, je suis très au courant à quel point j'en suis redevable. Je donne des cours au loisir de mon quartier à des enfants entre 8 et 12. Puis... c'est toutes des choses que Jimmy m'a inculquées, là, tu sais. Et c'est comment d'enseigner à des jeunes qui donc, lorsque tu avais cet âge-là, que toi aussi tu étais habité par cette passion-là? Ah ben, c'est super le fun. T'as pas à expliquer le langage. Ouais. C'est plus facile avec des enfants. On dirait qu'ils savent instinctivement de quoi tu parles. Ils se jettent sur la feuille, puis ils en font. Tu sais, après ça, tu fais juste... les aider à finir la page. Puis c'est magique comme ça. Mais moi, j'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, mais moi, comme acteur, lorsque je faisais ce métier-là d'acteur, j'ai travaillé avec des enfants. Et ce qui est fou de l'enfance, c'est qu'ils n'ont pas de recul sur ce qu'ils font. Quand ils sont en train de le faire, ils sont pleinement dedans. Ils sont jamais dans l'autocritique, jamais dans la censure, jamais dans... le pied de recul pour juger ce qu'ils font.
Et moi, comme acteur, j'ai combattu ça beaucoup pendant ma carrière, de me dire, hey, ok, regarde, tu as les outils pour le faire, fais-le. Là. Arrête de penser à quoi que ce soit, fais-le. T'sais. Toi, comme auteur de bande dessinée, le fait d'enseigner à des jeunes, est-ce que ça te garde justement, est-ce que ça te garde frais par rapport à ta pratique de BDiste? Oui, ben beaucoup, beaucoup. J'arrête pas de le dire à tout le monde qui veut bien m'écouter, là, mais si tu pratiques quelque chose, si tu es sur un parcours, boucler la boucle, là, c'est de l'enseigner après. Puis après ça, l'autre bout de parcours que tu fais est plus fort. Là. Ouais, c'est parce que quand on enseigne, on reçoit beaucoup. C'est aussi. ça, puis Ouais. on entend les conseils, on dirait qu'on les entend 2 fois plus fort quand tu es en train de les donner à quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme ça, parler à soi-même un peu. Oui, hein. un peu. Là, Oui. Hey, non, mais attends, là, écoute, ton histoire, elle va nulle part, man. Puis là, ah ben oui, monsieur, je suis désolé, mon histoire mène nulle part. Puis là, toi, tu reviens à ta page le soir, puis tu fais, ah ouais, mais celle-là non plus, elle va pas tant à quelque part de le fun. Puis tous ces conseils-là sont frais dans ta tête parce que tu les as donnés à un enfant de 8 ans. Et c'est fou parce que quand on te lit, Xavier, c'est intéressant qu'on parle de l'enfance parce que pour moi, il y a une charge, il y a une telle énergie dans ce que tu fais qui est dans le bon sens du terme, qui est gamin. Moi, quand je te lis, j'ai énormément de plaisir. Il y a quelque chose de décomplexé dans ce que tu fais. Et c'est très direct. Il y a une chose, moi, qui je trouve qui est beaucoup marquant dans ton parcours, c'est que tu as évolué très rapidement. Et rapidement, tu es arrivé à, comment je pourrais dire ça, à une retenue dans la surenchère. Et je m'explique. C'est-à-dire que t'es gamin, donc t'en donnes. Lire du Xavier Cadieux, on sait qu'on va passer un bon moment. On sait que, comme lectrice, comme lecteur, on va beaucoup s'amuser parce que, puis pas au niveau graphique, mais je te dirais au niveau de la mentalité, moi, te lire, ça me fait penser à quand je lis du Fred ou du Fmur. En fait, plus du Fmur que du Fred. Parce que... Oh là là là, j'étais très content d'entendre Fred, puis je suis 2 fois plus d'entendre Fmur. Ben, Fmur, le génie des alpages, quand on lit Fmur, on se dit, oh mon Dieu, probablement qu'il avait peur de s'ennuyer rapidement, d'ennuyer le lecteur rapidement. Donc, il y a tellement de couches. Quand on lit une histoire du génie des alpages, si on la relit 2 minutes après, et on lit ce qui se passe au second plan, au 3e plan, au 4e plan, il y a toujours des gags. Tous les personnages, ben, pas juste les personnages, tout a sa propre histoire dans un script de Fmur. Tu sais pas que le gazon que les moutons mangent a son propre arc narratif qui est complètement dissocié de tous les autres. Exactement. C'est vraiment le fun à lire Fmur. Tu sais, une espèce de sentiment que tu as maintenant en jouant à Minecraft où je me promène dans un... Tu sais, se promener, là, puis il n'y a pas de but, il n'y a pas de... Tout est un peu sur le même plan. Tu sais, aller se faire un château ou aller battre le monstre, c'est tout est un peu... c'est un monde ouvert, en fait. C'est un monde ouvert. Ah oui, c'est une bonne analogie, ça. Ouais. J'ai l'impression. Tu sais, je peux me promener dans du Fmur, puis juste lire le rapace là, qui se promène, puis... J'aime tellement ça. Moi, je me souviens d'une histoire dans le génie des alpages, mais là, c'est à peu près au milieu de la run, je dirais, au milieu au centre de sa production, et je pense que c'est une planche qui terminait l'album. Et c'est une pleine page où les moutons sont en train de se battre contre l'aigle, justement, mais chacun a fait son truc à part. Ils sont dans un autobus en suspension qui est maintenu par les griffes de l'aigle ou du faucon, je me souviens plus. Et là, tous les moutons qui sont à l'intérieur de l'autobus ont chacun leur truc. Alors, quand on lit cette page-là, on peut s'y perdre, là. On peut passer une demi-heure dans cette page-là, parce que c'est ça. Donc, c'est tellement ouvert. Et moi, c'est ça que je retrouve. Et en fait, dès les débuts, dès tes premiers travaux, et jusqu'au pire moment de l'histoire,
ta collaboration qui est issue du balado de Charles Beauchesne, mais ça, on en parlera plus tard. Mais là, vraiment, là-dedans, il y a autant du Charles Beauchesne qu'il y a du Xavier Cadieux. Et c'est vraiment une rencontre. Ben tiens, pendant qu'on est là, on va en parler tout de suite. OK. Alors, Les pires moments de l'histoire, c'est un balado animé par Charles Beauchesne qui collabore à La Journée est encore jeune, qui collaborait à l'époque à La Soirée est encore jeune, et qui propose un balado. Et c'est des capsules historiques, humoristiques. Et c'est très niaiseux. Puis lui aussi, Beauchesne, il est dans la surenchère et il est dans l'hyper-collage de scénettes. C'est-à-dire que quand on écoute une capsule, il y a beaucoup de matériel. On s'ennuie jamais en écoutant Charles Beauchesne. C'est autant François Pérusse que la rubrique à Braque. Ah oui, c'est comme la rencontre de ces deux-là, ouais. Ah oui, François Pérusse, d'ailleurs, tu viens de là aussi, puis dans mon gros lichot, t'en parles un peu quand même. Ben oui, c'est pas... On s'est rencontrés, là, tu sais. Ouais. La somme de nos influences, et quand même, il y a beaucoup de dénominateurs communs. Là. Mais comment t'en es arrivé, justement, à collaborer avec Charles Beauchesne et à produire un album, à adapter certaines de ces capsules, justement, en album de bande dessinée? C'est Gauthier Langevin, l'éditeur chez Front Froid, ouais. qui a mis ça en œuvre. Là, il l'écoutait comme nous tous. Ouais. Puis il s'est dit, il me semble que c'est tellement bien écrit que je vois les images dans ma tête. Ça ferait une bonne bande dessinée. J'ai pensé ça moi-même en l'écoutant. Puis, il a mis ça en œuvre. Il les a approchés. Est-ce que vous avez envie de faire une bande dessinée, Charles? Je pense qu'il l'a dit à plusieurs fois aussi, là, que effectivement, c'est quelque chose qu'il a déjà pensé. C'est tellement visuel comme... Ah oui, mais tout l'emballage sonore de ces capsules. C'est ça, oui, effectivement. Tu vois le film dans ta tête, ouais. là, vraiment sans effort. Donc, très vite, oui, d'accord. Puis bon, là, la légende là, ils lui ont présenté des auteurs. Puis, ils ont pointé celui qu'ils préféraient, puis c'était moi. Ah bon? Ouais. Ah oui, OK. Ah, mais en tout cas, je pense que Gauthier Langevin a eu un bon flash. Oui. Mais en lisant les pires moments de l'histoire, puis tu sais, je veux pas offusquer personne, mais pour moi, c'est inconcevable que quelqu'un d'autre que toi puisse revisiter ce matériel-là. Je sais. C'est fou. C'est vraiment un casting parfait. Et Charles Beauchesne, c'est très, très visuel parce qu'il y a beaucoup d'effets sonores, et même dans ses inflexions de voix, il joue beaucoup avec sa voix aussi, avec son rythme. Et ça, on retrouve ça. Écoute, c'est vraiment impressionnant ce que tu as fait. Parce que j'ai envie de te dire que quand on lit l'album, on entend... C'est vraiment particulier ce qui se passe. C'est qu'on entend, en fait... Et c'est pour ça que moi, je considère qu'à ce jour... La bande dessinée, c'est pour moi le médium qui me parle le plus. C'est parce que c'est un médium qui est tellement capable de suggérer et d'interpeller l'imaginaire du lecteur ou de la lectrice. T'sais. Moi, je donne toujours un exemple quand je donne des conférences dans les écoles aux jeunes, puis que je leur explique que la première fois que j'ai entendu Capitaine Haddock dans un dessin animé de Tintin, ma réflexion d'enfant fut... il parle pas comme ça, Capitaine Haddock. Mais en fond, on ne sait pas comment il parle. Parce que jamais personne l'a entendu. Sauf que la proposition est tellement forte que chaque lectrice, chaque lecteur de Tintin se fait sa propre voix. Mais là, ici, quand on embarque dans l'album, on a l'impression, à la limite, d'avoir écouté le balado. Et inversement, quand on écoute le balado, et c'est ce que j'ai fait par la suite, après ma relecture de l'album, tout à coup, en réécoutant là, il a fait sa trilogie sur la préhistoire et c'est des capsules, c'est des épisodes de 40 minutes. Alors là, vous êtes vraiment servi. En écoutant ce triptyque-là, tout à coup, je voyais tes images. C'est ça qui est vraiment particulier. Mais là, spoiler alert, on est en train...
tranquillement commencer de travailler sur un deuxième tome. Bon. Ce qui veut dire que je tombe en mode je peux pas écouter les capsules parce que sinon je commence à découper dans ma tête. Ah! Puis OK. je vais fou. J'ai moins de fun. Mais dis-moi, pour cet album-là, est-ce que c'est des... les capsules que t'as mis en case, là, est-ce que c'était déjà des capsules qui existaient au niveau sonore? Oui puis non. C'est toutes les capsules qu'il a faites à La soirée est encore jeune. Ouais. Des mini pires moments de l'histoire. OK. Puis, ben ça se retrouvait sur le long fil là, de radio là, de l'épisode. Là, je sais pas. Ah oui, OK. Ouais. N'importe qui a déjà voulu aller réécouter un de ses moments préférés de radio, c'est que c'est impossible. Ouais, Tu peux pas scroller à travers 50 minutes de Non. la première, la deuxième moitié du premier bloc de whatever, Ouais. je sais pas, je fais pas de radio. Je comprends rien de ça, les amis. Puis après ça se retrouvait sur Facebook. Oui, mais encore là, Puis encore là, ouais. faut que tu scrolles 4 ans d'activité pour aller retrouver. Donc, à toute fin pratique, ça n'existait plus. Fait que c'est ce matériel-là qu'on a adapté en bande dessinée. Ce qui veut dire que je les ai pas réécoutés, moi, à l'audio pour Ok. faire ce livre-là. OK, donc à ce moment-là, toi, t'es parti du matériel, C'est ça. du texte. Ils m'ont envoyé les textes, ils les ont remaniés pour enlever les références plus d'actualité ou des affaires qui étaient déjà passées date. Ouais. Puis avoir quelque chose d'un petit peu plus intemporel. Mais ceci dit, toi, t'as parsemé ça Ah, de ben là, j'ai- références. Il y a des gags pratiquement cachés, comme Québec Moisir au lieu de Québec Loisir. Un gag vraiment niaiseux qui m'a fait rire, c'est dans l'épisode sur la mafia, je pense, où... donc, t'as 2 gangsters avec des mitraillettes, puis il y en a un qui il y a un Joe Louis à la place du chargeur, puis l'autre, il dit « Moi, je préfère le Passion Flaky », et c'est un Passion Flaky qui est Ah, après ben, la carabine. Ça, c'est une joke de Audrey Rousseau. Ah, 100%. Dieu que c'est niaiseux. Oui, parce qu'il faut le dire, il a des collaborateurs, il a Audrey Rousseau, il a François Grandpré. Bon, chaque chapitre, ce qui est cool aussi, c'est que chaque capsule, tu débutes ça avec un hommage ou un clin d'œil à qui d'un album de Tintin, de Martine, des Schtroumpfs. Puis bon, il y a... Et aussi, ce qui est chouette, c'est que Charles Beauchesne, pour moi, devient vraiment, véritablement un personnage dans ton album, tellement que quand j'ai réécouté après les capsules, je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est le narrateur, donc c'est le personnage, mais dans le balado, il est beaucoup dans le commentaire. Et là, toi, tu le mets dans l'action. Ben, tu sais, je pense que. Je sais pas si Charles ou François avaient lu La Pitoune et la Poutine, mais Audrey, il me semble, l'avait lu. Puis je pense que le castor dans La Pitoune et la Poutine est un espèce de narrateur qui est dans la diégèse, là, qui se promène, puis qui pointe des choses, puis qui interagit avec l'action. Ça me vient d'ailleurs de Christmas Carol des Muppets. Ah oui! La manière dont Gonzo puis Rizzo, le rat qui font Charles Dickens dans cette histoire-là, ben, la manière dont ils interagissent. Si la porte se referme devant eux avant qu'ils aient pu rentrer, ben là, ils sont obligés, c'est barré, ils sont obligés d'escalader, aller espionner dans une fenêtre. Ça me fait mourir de rire, ce genre d'affaires-là. Puis, donc, le castor devient un peu ça parce que j'aime ce ressort-là. Puis, ben, jusqu'à ce que Charles devienne un peu ça parce que adapter ça, tu sais, Charles est comme un personnage déjà dans le podcast. Oui, tout à fait. Il commente. Oui. Il n'est pas nécessairement dans les scénettes, mais en même temps, je me dis comment je vais adapter ça. Tu sais, est-ce que ça va toujours être des scénettes avec des blocs de narration? Ouais. Je me dis, mais non, Charles va être là, comme le castor, il va être dans l'action, il va être déguisé, il va participer à ce qui se passe, il va être dans le chemin de ce qui se passe. Ouais. Puis... Et donc ça, c'est un choix qui s'est imposé rapidement, là. Oui. J'aurais pas été capable. Ça aurait été du texte illustré un peu. Tu sais. Oui, parce que puisque c'est des capsules
audio, que c'est des capsules radio sonores. Donc, évidemment, il y a beaucoup de... En fait, dans ces capsules, il y a beaucoup de texte, mais il y a aussi beaucoup d'effets sonores. Il y a tout un emballage sonore. Puis c'est ça aussi qui colore beaucoup. Mais... À ce moment-là, les textes qu'ils me donnent, eux, c'est... Tu sais, oui, ils les ont retravaillés un peu, mais c'est les textes de la capsule. Donc, c'est un texte qui est un peu autosuffisant. Tu sais, les punchs sont là, puis c'est les punchs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de direction pour moi, là, tu sais, ok, là, tu peux montrer ci, tu peux montrer ça, puis là, il va se dire ça en même temps. Fait que la collaboration, en fait, c'est, ils t'ont fourni les textes, puis j'imagine qu'au fur et à mesure, tu les tenais au courant, puis tu leur envoyais... Je leur envoyais page par page. On a fait un test, l'inondation de Mélas, là, de Boston, c'est la première qu'on a fait. Oui. Donc, je l'ai adapté comme ça, tel qu'elle est dans le livre. OK. Puis, est-ce que vous aimez ça, ce traitement-là? Donc, oui, absolument. Puis, on a continué à partir de là. Puis, donc, à chaque 2 semaines, il m'envoyait un texte que j'illustrais. Puis, plus ça allait, plus il voyait de quoi j'étais capable. Puis, il comprenait aussi, ah oui, OK, il va être capable de montrer telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, ça va suggérer des gags supplémentaires visuels aussi, tu sais, parce que ils sont tous capables d'écrire... Oui, mais en même temps, oui, ils sont capables d'écrire. Ils sont capables d'écrire des très bons gags visuels aussi. Oui. Donc, de voir la direction que je prenais avec ça. Rendu à la fin du livre, les derniers chapitres, il y avait beaucoup là, de direction, là, puis de blagues supplémentaires visuelles. Le deuxième livre, le prochain, celui qu'on est en train de faire, sont déjà en train d'écrire pour le médium de la bande dessinée. Ils ne sont pas en train d'adapter, ils ne sont pas en train de Ah oui, donc ça va être du matériel vraiment pour moi. Oh là là. Oh! Parce que, tu sais, quand j'ai entendu l'annonce, puis je dois te le dire, en toute honnêteté, c'est pas la première fois au Québec qui se fait de la bande dessinée avec, et là j'utilise les guillemets, des vedettes. Oui. Okay? Et là, je vais pas revenir sur des cas, certains cas vraiment catastrophiques. Et les auditrices, les auditeurs, sûrement qu'il y a un titre qui va vous venir à l'esprit. Mais il y a toujours un danger parce qu'on se dit, OK, il y a l'attrait de... on va faire des ventes. On va déjà chercher... il y a tout un pan du public qu'on n'a pas besoin de démarcher parce qu'ils suivent cette vedette-là ou cet artiste-là ou cette personne-là connue. Mais en fait, les pires moments de l'histoire chez Front Froid, pour moi, c'est vraiment l'exemple typique de justement, tu tombes dans aucun piège. C'est que tu es resté fidèle à ce que tu es. Pour moi, quelqu'un qui connaît pas les pires moments de l'histoire, mais qui te lit du Xavier Cadieux. Je pense que oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. C'était important pour moi de faire des pages de bande dessinée qui me ressemblaient. Puis j'ai rajouté beaucoup de moi-même. Je pense que le fan de Xavier Cadieux, il arrive là-dedans, puis il n'est pas en terrain inconnu. Ah non, pas du tout, pas du tout. Même que... Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que la réflexion que je me suis fait, c'est après La Pitoune et la Poutine, je me suis dit, mon Dieu, Xavier Cadieux devient l'espèce de spécialiste du détournement historique. Ben, en fait, dans les pires moments de l'histoire, c'est pas vraiment du détournement historique. Au contraire, c'est plus une manière humoristique d'aborder l'histoire. Alors que dans La Pitoune et la Poutine, là, on est vraiment dans le délire. Là. Avec les pires moments, il y a des chances que tu aies une pas pire note à ton examen d'histoire. Mais si tu lis juste La Pitoune et la Poutine et que tu essaies de raconter le Bas-Canada en 1850, ça se peut que tu rushes un peu. Ton année, elle risque de mal aller. Ben, moi, je peux te dire, j'ai travaillé quelques années comme guide touristique à New York et à Boston. Et je peux te dire que ta capsule sur la mélasse, je veux dire, c'est impec, là. Tout est là, là. Toutes les informations sont là. Après, il y a toute la dimension du 4e degré d'humour. Mais c'est ça, donc... qu'est-ce que ça te permet justement d'explorer le matériel historique? Parce que quand même, quand La Pitoune et la Poutine arrivent dans ton parcours, les 2 albums précédents, il y a... bon, évidemment, il y a tes 2 colosses
qui ont été réunis dans mon gros lit chaud à la mauvaise tête. Et il y a les 500 premiers cadieux, qui est un récit complet au format à l'italienne. Mais qu'est-ce que ça l'a amené dans ton travail de BDiste, le fait de fréquenter, de côtoyer le matériel historique? Je sais pas. C'était un peu déjà... Dans ma tête, c'était un peu déjà là dans le matériel du blog, là, dans mon gros lit chaud. Ouais. Pas tant, là, mais un peu. Ben, il y a quand même beaucoup de références. D'ailleurs, tu réfères beaucoup dans mon gros lit chaud avec une superbe couverture du bonhomme Carnaval qui a l'air de souffrir plus que les gens souffrent à le fréquenter. Ben tiens, d'ailleurs, c'est drôle ça. J'ai remarqué à la page 9, pour celles et ceux qui ont l'album entre les mains de mon gros lit chaud à la mauvaise tête, si vous allez à la page 9, pour moi, je me demandais si la pitoune et la poutine, si Alexandre Fontaine-Rousseau, l'idée n'est pas née là. Mais ça se peut, là, ça se peut. Il l'a bien aimé, cette gag-là. Il y a une joke de... C'est laquelle, ça? C'est une joke de Maria Chapdelaine. Ouais, avec... Oh mon Dieu, c'est niaiseux. C'est tellement drôle. D'ailleurs, là-dedans, tu parles de ton... Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une obsession sur Watatata? Est-ce que tu es vraiment un grand passionné de Watatata? Je suis obsédé par Watatata, mais j'ai écouté ce que j'ai écouté quand j'étais adolescent. Là, toi, tu es plus jeune que moi. Toi, tu as 41, c'est ça que tu me dis? J'ai 41 dans quelques jours. Oh, 41 dans quelques jours. Alors moi, je viens tout juste d'avoir 48 ans. Donc, t'étais quand même vieux quand t'écoutais Watatata, là. Ben, j'étais... ceci dit, faites-en pas, parce que les acteurs en moyenne là-dedans avaient tous 30 ans. Ouais, c'est ça. Mon point est le suivant, je vais te poser une question. Vas-y. Te souviens-tu du personnage que j'ai joué dans Watatata? Oh là là, non. En 2000. Non? Non. C'est bien correct, personne s'en souvient. Ça a été mon... En fait, ça a été le seul rôle de Plante Verte que j'ai joué à la télévision. En fait, c'est un troisième rôle. C'est-à-dire que je suis pas figurant, je suis à l'avant-plan, mais j'avais pas de texte. On avait coupé mes répliques. Et j'étais avec mon collègue avec qui je suis allé à l'école, Martin Gendron, qui est décédé en 2005, un grand ami à moi qui me manque terriblement. Et lui, c'est un gars qui vient du monde de la boxe, donc il jouait les crottés, lui. Et quand on a fini l'école de théâtre, lui, on faisait une scène où on était deux bums. Alors, je sais que c'est dur de m'imaginer en bum, surtout qu'à l'époque, je pesais 125 livres. Mais j'ai joué un bum dans Watatata. Wow, je suis mind blown. Ouais, et je vais aller plus loin que ça. Le début de la série Watatata, quand ça a commencé, il y avait les filles de Louisette Dussault qui jouaient là-dedans, les jumelles. Oui. Alors, le père des jumelles là-dedans, le comédien Jean-Pierre Leduc, c'est mon oncle. Wow. Alors, ouais, complètement flippant. Non, je me souviens plus des paroles de la toune. Mais tout ça pour te dire que quand j'ai vu... C'est pour ça que dans ma vie, à moi, le début de ma carrière, Watatata, c'était comme un peu étrange parce que je marchais dans les pas de la famille. Donc là, je me suis dit, si vraiment il se souvient de moi dans Watatata, je pense qu'il y a matière à ce que je m'inquiète. Alors me voilà rassuré. Non, absolument pas. Comme je t'ai dit, j'ai écouté ce que j'ai écouté quand j'avais l'âge de l'écouter, puis je suis resté... Mais c'est fou parce que il y a tellement de monde qui ont commencé là. Tu sais, Charles Lafortune a commencé là, Serge Postigo a commencé là, pas Michel Charette. Michel Charette était là. En tout cas, il y a un paquet de monde qui ont commencé dans Watatata. Donc, évidemment, si vous ne comprenez pas de quoi nous parlons, c'est que vous êtes jeune ou que vous n'avez pas écouté la télé il y a 25 ans. Alors, justement, donc tu publies tes deux premiers colosses en 2013-2014 et là, l'étape d'ensuite, c'est que tu joins l'écurie de La Mauvaise Tête, une structure éditoriale qui a malheureusement duré à peine 10 ans, 9 ans, 10 ans, pas plus que ça, là, 2010-2019. Ouais, c'est ça, gros max. Et, mais qui a un catalogue vraiment conséquent, avec un souci du beau livre aussi, de l'objet. Plein de gens ont été publiés là, dont Jimmy Beaulieu, entre autres choses. Et donc, toi, tu rejoins et je vais le dire, là, ce prestigieux catalogue-là. Absolument, ben oui.
Ben oui. Tu te sentais comment, là, d'entrer chez un éditeur de cette stature-là, à l'époque? Hey, je sais pas si je voyais ça comme ça. Là, tu sais, c'était mes amis là, Ouais. à ce moment-là. Là, tu sais, je fais l'atelier de Jimmy, je rencontre Vincent Giard, puis ben, toute la gang. Là, tu sais, j'ai une table à l'atelier qu'on avait sur Saint-Hubert. pendant Oui, quelques la années. maison de la bande dessinée. C'est ça. Ouais, tu sais, ouais, donc, ouais. c'est là que je rencontre à peu près tout le monde que je vois encore aujourd'hui. Puis, donc, tu sais, je gravite autour là, quand Vincent et Sébastien fondent la maison d'édition, quand Pau est fondé Oui, puis c'est à peu près un au même peu moment, avant, là, un ouais. peu avant, ou en même temps, ou je sais pas, mais... Ouais. Donc, tu sais, c'est dur d'avoir un recul sur cette période-là où tous mes amis faisaient de la bande dessinée, puis ça explosait tranquillement. Puis, ben, je faisais déjà les strips sur le web là, qui devint les colosses. Je fais ça pendant 5 ans, là, à peu près, là, tu sais, des strips à tous les jours. En fait, pour te former, ou en tout cas pour Ouais, c'est ça, parfaire mais ton encore art. là, tu sais, c'est un conseil de Jimmy. Là. Il me disait... ben, tu sais, le fameux conseil, là, tu sais, tes 50 premières pages vont être poches, là, tu sais, ben... Je disais, ah oui, ok. Fait que le truc, c'est de les faire le plus vite possible, tu sais. Pour te sortir ça du système. Exactement, tu sais, Pour apprendre ton métier et pour commencer à le pratiquer aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, ben, ok, d'accord. Puis, tu sais, c'était l'époque où tout le monde avait un petit blog. C'était facile, c'était le fun, puis on se regardait les uns les autres. Donc, ben oui, regarde, fais-toi en un, puis alimente ça, tu sais. Fait que j'ai été faire ça. Il y avait James Kochalka aussi, American Elf, qui, à tous les jours, pendant je sais pas combien d'années. Ben ouais. James Non, mais Kochalka, ce que je veux dire, c'est que. à Montréal? Non, pas du tout. Ah, ok, en Ce que je ligne. veux Ok. dire, en ligne, c'est que ça coïncide Oui, avec oui, oui. toute cette période-là où Ok. que, James Kochalka faisait American Elf. Oui. Puis pendant je sais pas combien au moins 10 ans, c'était un strip par jour. Puis cette année-là, il finit. Il termine, son père meurt, puis il termine l'aventure. Puis j'étais avec ma blonde, puis je me dis, qu'est-ce qu'on va lire, tu sais. Puis là, ben c'est ça, tu sais. Jimmy t'a dit de faire ton blog, là. Peut-être que toi, tu pourrais faire un strip par jour. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant 3 ans, puis que j'ai tiré là, on and off après jusqu'à 5. Ça donne ce recueil-là, mais que j'ai publié après les 500 premiers cadus. Donc, tu sais, ça, c'est un peu l'espèce de... Mon gros show, c'est plus comme l'espèce de flying circus où tout va, tu sais, une joke, un univers différent tous les jours. Puis éventuellement, je me dis, ok, ben je pense que je serais capable de peut-être faire un long jeu à moi. Là. Mais c'est drôle parce que quand on lit, puis je me souviens à l'époque quand j'ai lu quand j'ai lu les 500 premiers Cadieux, oui, c'est vrai que c'est à la fois un long récit, mais il en demeure pas moins que c'est du Xavier Cadieux dans la mesure où, en même temps, c'est plusieurs moments à l'intérieur d'un récit au plus long souffle, mais... Puis bon, ben c'est faussement autobiographique. Ouais, c'est zéro Comme- autobiographique. Ben, autobiographique, comme un mauvais rêve, là, tu sais. Avec la ville qui est dans le trou. Oui, mais tu sais, je pourrais te pointer des moments. Ah, là, c'est que- sûr. Ça, c'est vraiment arrivé. Hein. C'est sûr. C'est tout mon rapport à Noël, tu sais, qu'à ce moment-là, il est vraiment cauchemardesque. Hey, puis d'ailleurs, c'est ça. Mais là, j'ai une question pour toi. Parce que j'ai vu sur ton site web, évidemment, La Mauvaise Tête a fermé ses livres. Donc, les auteurs qui le voulaient bien ont récupéré leurs exemplaires. Donc, pour tes 2 premiers albums à La Mauvaise Tête, on sait les trouver chez certains libraires indépendants. Oui, mais oui. sinon, on les achète sur ton site web en ligne. Oui. Oui. Oui, si vous voulez. Eh ben, pas Mais c'est beaucoup de travail. Je préférais que vous alliez les chercher chez Planète BD, les amis. Et le port de tête. Et le port de s'il tête, vous ouais, plaît. ouais. Mais c'est ça aussi. C'est quand même.
C'est quand même triste, ça, parce que il y avait vraiment, je sentais à la mauvaise tête, comme c'est le cas chez Pawpaw d'ailleurs, il y a vraiment un esprit de famille. En plus, dans le cas de Pawpaw, ce qui est vraiment particulier chez cet éditeur-là, c'est que tous les albums sont du même format à peu de choses près. Là. Oui. Il y a format strip et il y a le format plus grand avec Svian. Là. Mais on sent vraiment qu'il y a un esprit de corps. Donc, pour toi, d'aller faire la pitoune et la poutine chez Pawpaw, c'est la suite logique de tes 2 albums précédents à la mauvaise tête. Là. Parce que dans le fond, c'est le même groupe. Au final, c'est ton même réseau de connaissances et d'amis. Absolument. Ben oui, c'est tout. C'est ma gang. Mais là, Pawpaw, par contre, à l'époque déjà où la pitoune et la poutine sort, Pawpaw est déjà établi. C'est-à-dire que ce qui est particulier avec Pawpaw et ce que Luc Bossé, l'éditeur fondateur, a réussi, c'est qu'il a réussi à développer une image de marque. C'est-à-dire qu'il y a des lectrices et des lecteurs de Pawpaw. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont lire tout le catalogue. À chaque fois qu'il y a un nouveau Pawpaw qui sort, ils vont l'acheter, ils vont le lire, puis ils vont le mettre dans leur bibliothèque par la suite. Donc là, tout à coup, toi, t'entres dans un réseau où Pawpaw a une visibilité médiatique quand même. On se souvient à l'époque de l'émission de Marie-Louise Arsenault en après-midi sur la littérature. Souvent, on y parlait des albums de Pawpaw. Donc là, tout à coup, c'est un album qui a connu un succès, là, La Pitoune et la Poutine. C'est un evergreen, là, comme on appelle. Là. Vous êtes rendu à combien de réimpressions de ça? Vous devez en avoir. Je sais pas. Je sais pas. Ben, moi, j'ai la première. Ah, mais c'est ça. Il doit en avoir beaucoup parce que vous devez être rendu à plusieurs réimpressions parce que c'est un livre qui... Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup offert en cadeau. Je pense aussi que c'est le cas, là. Je pense que c'est un livre qui s'offre beaucoup en cadeau. D'ailleurs, je suis allé relire parce que j'avais écrit une une chronique sur la pitoune et la poutine quand c'est paru. Et c'est rare que je vais me citer, mais là, dis-moi si je m'étais trompé, mais... Bon, alors, évidemment, je parle de la pitoune et la poutine comme étant un récit délicieusement vaudevillesque, se situant quelque part entre Naruto et Gilles Vigneault. Est-ce que tu as été un lecteur ou est-ce que tu es un lecteur de manga? Ben oui. Parce qu'évidemment, quand on te lit, moi, j'ai pas le choix de ne pas voir ça là, dans ta manière de découper et dans le mouvement. Il y a quelque chose chez vous où les personnages sont constamment en déséquilibre, sont toujours sur le bord de se disloquer quelque chose ou sont dansants. Et quand j'utilise le terme vaudevillesque, c'est pas du tout péjoratif. C'est que le théâtre de boulevard, en fait, une bonne performance, une bonne représentation d'une pièce de théâtre de boulevard, les acteurs ne touchent pas au sol. Il y a toujours quelque chose, on est toujours en suspension, en train de sortir, d'entrer, de revoler, de se cacher, de ci, de ça. Et pour moi, dans ce que tu fais, c'est beaucoup ça, tu sais. Tellement que... bon, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais moi, ça me fait penser par moments à du Gilles Latulippe. Il y a quelque chose dans... Oui. En fait, et la raison est la suivante, c'est que pour moi, Gilles Latulippe qui vient... En fait, qui lorsqu'il est décédé, s'est éteint avec lui cette tradition du théâtre du burlesque. C'est que quand on fait du burlesque, on a toujours un lien direct avec le public. C'est que quand on est sur scène, mais on a toujours un des deux yeux qui est rivé dans le public pour prendre la température de la pièce. Il y a vraiment un contact direct. Et moi, quand je te lis, Xavier, et surtout quand j'ai lu La Pitoune et la Poutine, je me suis dit, OK, c'est du théâtre de boulevard dans le fond. C'est tout... c'est décomplexé. Tu sais, comme mon dessin, je suis pas un technicien, je suis pas un gars qui va obséder sur la perspective ou qui va commencer à calculer, faire de la géométrie ou rien, tu sais, tout est au ressenti. Puis ça, ben, c'est le fun parce que c'est vivant, tu sais, puis ça bouge, mais ça vient avec le mauvais côté que ce que j'ai l'impression, c'est que s'il n'y a pas assez dans une scène ou dans une case, on va commencer à observer que, oui, en fait,
cette pièce-là n'a aucun rapport, les lignes se rejoignent pas. Alors, un peu comme Gottlieb faisait, tu mets une coccinelle dans le coin qui va dire une joke, puis tout à coup, t'es pas en train de te dire « Attends, il n'y a pas de décor du tout. » Oui, mais l'important d'une bande dessinée, Xavier, c'est la lisibilité. Ben, c'est que ça, c'est sûr. Mais ça, c'est aussi, c'est mes... Tu sais, c'est mon sentiment d'imposteur. Donc, quand je suis en train de la faire, je suis en train de me dire « Ah oui, je vais cacher cette mauvaise... Je suis vraiment juste en train d'en donner le plus que je peux jusqu'à temps que la case s'effondre d'elle-même. » Donc, mais il y a ça. Il y a aussi que j'ai étudié brièvement en dessin animé, tu sais, puis... donc, d'où vient cette idée-là, cette maîtrise-là un peu le mouvement. Du mouvement, oui, un peu tout à le fait. mouvement, tu sais. Ouais. Je suis pas un pro, là, tu sais, je me suis pas rendu à faire des films, là, mais je pense que ça paraît un peu dans la manière dont mes affaires bougent, puis tu sais, très, très Looney Tunes, là, que j'aime beaucoup, là, tu sais. Allonger les affaires pour continuer les mouvements plus loin, puis fait que toutes ces affaires-là, ça rend ça un peu, encore là, tu sais, un peu plus vivant, puis ça a le marshmallow que j'aime là, dans une affaire. Puis aussi des trucs comme si tu fais ton animation, ben t'animes, tu sais, mettons, je m'anime moi en train de boire ma liqueur, mais pour que la scène file plus vivante, tu vas animer des petits détails dans les coins. Puis ça brouille un peu ton focus. Tout a l'air de bouger. Si tu animes 2-3 affaires, si tu n'es pas capable de tout regarder d'un trait, ben, tu es en train de regarder un univers au complet. Fait que c'est toutes des affaires que, quand je travaille, c'est des choses que j'ai en tête. Là. Fait que j'en mets plein, je cache des choses dans les coins, J'étais un gros fan de Simpsons aussi. Là, c'est pas vrai que je vais mettre une pancarte de magasin qui n'a pas 2-3 jokes dessus. Ben, d'où le signet de Québec Moisir. Ben, c'est ça. Donc, là, tu te dis, OK, on est dans ce souci-là. Oui, tous les sujets cachés, des petits... récompenser le lecteur qui va commencer à fouiller dans les coins un peu. Ben, c'est la plus-value aussi de la lecture. Et c'est ça, entre lisant... Puis, bon, là, j'ai fait pour la première fois l'exercice de tout lire en même temps. Tu sais, moi, je te lis à la sortie. Là, de te relire et de te relire dans l'ordre chronologique, puis de passer 5 jours à lire du Xavier Cadieux, en prévision de l'entrevue. Non, mais c'est fou parce que, dans ton cas, c'est vraiment, on entre dans un univers qui est régi par ses propres codes, qui a son propre rythme. Ben d'ailleurs, la pitoune et la poutine, c'est sûr que moi j'étais très curieux. Je me disais, bon, après un succès d'estime et un succès en librairie comme ça, tu sais, que va-t-il faire? Et ben, les pires moments de l'histoire, je suis allé vérifier, et dans le bilan Gaspard, qui est le bilan annuel qui fait la recension des meilleures ventes de livres au Québec, dans toutes les catégories qui existent, pour l'année 2023, les pires moments de l'histoire se retrouvent non seulement dans le top 30 des albums les plus vendus, mais est-ce que tu sais en quelle position ils se retrouvent? 15e. Wow. Misère, tabarnouche. 15e position. C'est quand même pas banal. Alors, vous êtes devant 2 albums de Garfield. Puis tu sais, du Garfield, ça se vend dans les bibliothèques, là. Quinte-toi, Garfield. Quinte-toi, ta lasagne. Mais c'est ça qui est complètement fou. Donc, la question est la suivante. Puis là, bon, le Festival de Montréal vient d'avoir lieu. Est-ce que le fait de collaborer avec Charles Beauchesne et donc d'attirer le public de cet humoriste-là vers la bande dessinée, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont découvert ton travail par le fait même. J'imagine que oui. Parce que, puis tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est Radio-Canada en plus. D'ailleurs, vous l'avez écrit, il y a le logo de Ici Première sur, le 4e de couverture. Donc, et parallèlement à tout ça, là, je t'avoue que j'avais un peu échappé la balle là-dessus. Mais en plus de ça, une série que j'aime vraiment beaucoup d'Iris, donc série qui s'intitule Les Autres, qui est prépubliée dans l'excellent magazine jeunesse, adolescent Curium. Et dans ce magazine-là, depuis ses débuts, fait la part belle à la bande dessinée et aux auteurs locaux. Et une des séries qui est là depuis presque les débuts, ou
en fait, depuis les débuts, les autres d'Iris. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, en fait, Iris t'a remis les clés d'illustration. Donc, tu collabores avec elle, elle continue de scénariser les bandes des autres, mais là, c'est toi au dessin. Comment ça se passe, cette collaboration-là? Je sais pas, là, Iris est occupée, là, elle fait plein d'affaires. Ouais. Oh là 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 là. Puis, cette gig-là qui revient tous les mois, là, je pense que ça commençait à... Elle avait 3 pages, puis là, elle en avait 2, puis là, c'était 1 page par numéro. Puis je pense que même ça, c'était un peu trop. Puis elle m'a demandé si ça me tentait de dessiner les autres. Wow! Puis comme ça, revenir à 2 pages steady, puis peut-être de temps en temps 3 pages, qui sait. T'sais. Fait que moi, à ce moment-là, j'étais en train de tomber temps plein auteur de bande dessinée. Donc, ben oui, tu sais, travailler un petit peu à tous les mois. Ben oui, s'il vous plaît, oui. Ben oui, désespérément. Et tu sais, j'ai pas besoin de te rappeler que le magazine Crow, c'était ça, là. Le magazine Crow a lancé des carrières, a créé des autrices et des auteurs de bande dessinée. En plus, les autres, corrige-moi si je me trompe, mais là, jusqu'à présent, il y a 3 albums complets. 4. 4, oui, excuse-moi, oui. 4. Donc, ça veut dire que là, toi, en principe, t'arriverais dans le prochain. S'il y a un 5e, je vais être dedans. Ben là, pourquoi il n'y en aurait pas 5? Il y en a 4, là. Ben, je veux pas forcer personne à faire des livres qu'ils veulent pas. Ben non, c'est sûr, mais c'est tellement de bonnes séries. Moi, c'est une série... Puis j'y ai dit à Iris... Je trouve cette série-là formidable parce que, pour moi... C'est un peu comme... c'est dans la même famille que les nombris de Laf et du Puc. C'est tout le rapport à l'adolescence. Cette période tellement... pour plusieurs, difficile. Je parle pour moi, ça a été tellement difficile. Et quand je lis les autres, moi, je me retrouve là-dedans parce que j'étais un autre. T'sais. J'étais quelqu'un qui était rejeté. J'étais quelqu'un qui était ostracisé, qui était à part parce qu'il était différent. Et c'est comme la série, il y a une autre série aussi qui est excellente qui s'intitule Elliot au collège aux éditions Dupuis. C'est prépublié ça dans le journal Spirou. Et c'est le fun de voir des ados, mais mis en scène de manière décomplexée, qui nous racontent des choses auxquelles, peu importe l'âge qu'on a, peu importe le genre, peu importe, on se retrouve dans ces personnages-là. Ah, vraiment, là, j'ai tout lu ça, là, les autres, avec mon fils là, qui a 7 ans. Ah ouais? On a capoté. C'est vraiment bon, les autres. Ben oui, c'est excellent. 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 Puis, tu sais, on lit il y a 7 ans, fait qu'on a lu beaucoup de Ariol, qui est comme mon préféré là, de toute la vie. Ça, c'est par Emmanuel Guibert au scénario. Puis Marc Boutavant. Ah oui, ça, c'est formidable. C'est formidable, tu sais, mais on arrive dans les autres après, puis on a l'impression que c'est pas la même chose, mais le niveau de réalisme, puis de cœur, tu sais, puis le point auquel on est capable de s'identifier aux autres, tu sais, c'est ce qui est la force d'Ariol aussi, là, tu sais, ouais. Tu lis ces histoires-là, puis tu dis « Oh, il m'est arrivé semblable là, l'autre fois, là, puis c'est vraiment un portrait juste de la réalité, tu sais. » Puis dans les autres, je me retrouve beaucoup. Tu sais, ils vivent leur adolescence bien mieux que moi, je l'ai vécu. Tu sais, mais, ah ben oui, moi aussi, je peux te l'affirmer. Mais ça me fait du bien de voir ces jeunes-là mener leur meilleure vie. Moi, ce que j'avais dit dans l'intime à Iris, c'est que de tout ce qu'elle a fait, ce que je préfère, c'est les autres. Puis elle était très étonnée de ça. Je me souviens de sa réaction. J'en avais même parlé dans le Journal de Montréal. Puis j'ai dit, ouais, peut-être que toi, t'as l'impression que c'est une gig parmi tant d'autres, puis c'est correct aussi, là. Je veux dire, un artiste qui veut continuer à faire de la création doit aussi faire de la pige, forcément, à moins de connaître un immense succès, là, puis d'être capable de vivre que de sa création. Mais... Et la pige, il faut pas voir ça... puis j'ai pas l'impression que c'est ton cas, mais des fois, on fait des contrats, puis on se dit, bon, c'est pas un contrat de cœur, c'est un contrat alimentaire, mais
c'est très formateur, ces contrats-là. Et souvent, ça nous permet de développer des aptitudes ou d'amener de nouvelles perspectives. Et en ce sens, pour moi, les autres, je trouvais que Iris, là-dedans, se réalisait comme je l'avais jamais vu ailleurs. Et le fait que tu arrives au dessin, ça continue d'être les autres. Puis en plus c'est du Xavier Cadieux. Fait qu'il y a mais il y a un swing. T'as gardé la grille graphique, mais en même temps, tu respectes la grille graphique dans les autres, mais en même temps, tu te permets d'être toi-même. Et c'est vraiment bravo, parce que tu es embarqué dans cette série-là, puis pour moi, le passage, il est tout naturel. Est-ce que vous avez des retours des lectrices et des lecteurs de Curium? Je pense que la vibe générale, c'est que c'est apprécié. Oui, parce que tes patrons, eux autres, c'est sûr qu'ils sont très, très contents. C'est une belle vraiment, gang en plus. C'est vraiment... ça, je veux dire, c'est le bonheur, là, collaborer. En plus, t'es avec Francis qui fait ses... Je sais, les tardigrades, puis Geneviève. Oui. Geneviève, là, je vais le dire encore, là, j'aurais pas dû dire. Ouais. Mais moi, là, la série de Geneviève Millier dans Curium, c'est la meilleure affaire que je peux lire de ce temps. C'est bon. Je trouve ça vraiment bon. C'est du Xavier Core, là, comme on appelle. Du trad keb, là, un peu fantôme, un peu sorcière, là. Et là, que j'aime ça. Non, c'est vraiment très bon. Puis tu sais, voilà ici, là. Pointe obscure, les archives. Ah ouais, c'est magnifique. Puis tu sais, il y a eu au fil du temps Axel Lenoir qui a collaboré longtemps à ce magazine-là. Tu sais, Richard Valran qui est encore là. Pascal Colpron, c'était dans les débrouillards, lui, je pense. En tout cas, mais bon, de toute façon, Curium fait partie de la grande famille des débrouillards et de Bayard. Donc, félicitations pour les autres, parce que j'imagine que toi, comme créateur aussi, au point de départ, ça devait être un défi là, d'embarquer dans un train qui roule déjà. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai 40 ans, puis mon fils en a 7. On lisait pas Curium à la maison. Là, je lisais ce qui se passait là quand mes amis me faisaient des albums de ce qu'ils avaient fait dedans. Mais là, on le reçoit tous les mois, puis je capote. Là, c'est vraiment le fun. Puis, j'ai lu l'entièreté des autres depuis, puis j'aime vraiment ça quand je me dis que c'est moi qui dessine ça maintenant. C'est fou, hein? C'est fou, tu sais, puis tu sais, au niveau... c'est ça, tu sais, ça m'arrive, ça, au moment où je suis en train de me dire, OK, là, est-ce que je retourne travailler dans un Tim Hortons ou, tu sais, est-ce que je m'en vais dans un dépanneur ou je continue à faire de la BD encore un petit peu plus longtemps? Puis là, ça m'arrive, tu sais, puis là, je me dis, OK, je fais des livres, tu sais, ils font froid, là, toutes les bases sont couvertes, puis... il y a un bon retour, tu sais, puis les ventes sont là, tu sais, fait que je pense que ça marche. Puis de l'autre côté, j'ai une gig, là, comme... Tu sais, quand je te parle, là, que j'étais petit, puis je voulais faire de la bande dessinée, c'est parce que je lisais Gaston Lagaffe, là, tu sais, puis je voulais travailler chez Dupuis, puis faire des pages de BD. Puis là, je suis comme... basically en train de travailler chez Spirou, un peu, tu sais, j'ai des pages à tous les mois dans le journal, puis... peut-être, si les dieux de la bande dessinée sont cléments, peut-être un gros album cartonné. En tout cas. Ben moi, je te le souhaite, mais je le souhaite aussi aux lectrices et lecteurs. Je me le souhaite à moi bien égoïstement parce que c'est sûr que je vais me garrocher pour aller acheter mon exemplaire. Puis bon, puis je serais curieux, mais ça, il faut que je pose la question à Francis, là, mais... Francis, depuis le temps qu'il collabore, là, il y a matière à sortir un album de ces strips, là, vraiment. Puis c'est ça, donc c'est ça qui est chouette, c'est que ça existe encore des magazines dans lesquels on fait une place à la bande dessinée, et ça, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Puis c'est du magazine qui est distribué dans tous les kiosques à journaux, aux 4 coins de la province, là, qui se retrouve dans les bibliothèques municipales, dans les bibliothèques scolaires. Et
Et il faut que les gens continuent d'acheter ça pour leurs enfants, de lire ça avec leurs enfants, parce qu'au-delà de ça, Curium, c'est vraiment un magazine scientifique d'une très, très grande qualité. Moi, mes filles, ils sont partis vivre leur propre vie, mais moi, je lis encore Curium, puis j'ai du fun à lire ça. Sans enfants. Parce que, je le répète, quand on fait de la bande dessinée ou quand on fait de la littérature jeunesse, quand c'est bien fait, c'est pour tout le monde. Tu sais, Gaston, c'est ça. Gaston Lagaffe, ça s'adressait au point de départ à un public, à un lectorat jeunesse. Mais on le sait, Gaston Lagaffe, toutes ces grandes séries franco-belges-là, la raison pour laquelle on les relit encore, ben, c'est parce que c'est pour tout le monde. Ben oui, sauf mon fils, il aime pas ça. Mais c'est parce qu'il sait pas... il va s'asseoir à un bureau. Gaston va s'asseoir à un bureau, ouais. Il y a une dactylo dessus. Ah oui, ok, c'est les ça? référents. Ouais. C'est quoi ça? Ouais. Ok, je sais pas. Après ça, il pogne un téléphone. Là, c'est même pas un téléphone à roulette. Là, c'est genre un téléphone là, avec un cornet, ouais. Avec un cornet. Là, mais tous les chars n'ont pas l'air des chars. Tout. Puis après ça, c'est des jokes de « je suis pas en train de faire ma job ». En tout cas, ça y passe 40 000 pieds par-dessus la tête. Par contre, Astérix... 10 sur 10. Ah bon, ok, c'est bon, parfait. Parce que ce que je m'en allais te suggérer, en fait, c'est que... puis encore une fois, c'est un album, moi, que je présente souvent en conférence dans les écoles. C'est que quand je leur demande « Connaissez-vous Gaston Lagaffe? » J'ai à peu près 50% de la classe qui lève la main. Et je sais pertinemment que c'est les parents. Mais moi, je pense que le meilleur moyen pour les jeunes d'aujourd'hui d'entrer dans Gaston, là, c'est de lire l'album hommage que Delaf a fait. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on sait que Franquin adorait la technologie et ses gags étaient beaucoup en lien avec la technologie de l'époque. Et ce que Delaf a réussi à faire, et c'est complètement fou, c'est qu'il a à ce point intégré Gaston que quand on lit ses bandes à lui, ben là, tout à coup, Gaston, il se patente un vélo électrique. Là, évidemment, il amène Mademoiselle Jeanne, ça se termine très mal. Il utilise un téléphone intelligent, ça se termine très mal. Donc, tout à coup, les référents sont beaucoup plus actuels. Mais l'esprit de Franquin est là. Mais c'est vrai que c'est générationnel. Puis aussi, il faut dire aussi, les jeunes sont maintenant beaucoup exposés au manga. Et ben, le manga, tu le sais, parce que t'es en partie issu de cette culture-là. C'est que c'est une autre manière de découper, c'est une autre manière de raconter, et c'est très, très attrayant. Ben oui. Pour un lectorat. Puis pour un créateur aussi, là, tu sais, je suis super content de pouvoir être dans un... Tu sais, faire des pampards, puis des fronts froids, là, où il n'y a pas de limite de page. Ouais. Puis là, de tout à coup me dire, ah oui, cette scène-là est capotée, l'action est fluide. Ah ouais, sais-tu quoi? Je pense que je pourrais l'étirer 2-3 pages encore, ça serait encore plus épique. Ouais. Le format pampard, là, pour ça, oh là 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 là, je suis en train de faire des affaires chez nous là, de ce temps-là. Puis, ben, d'ailleurs, parlons-en, parce que conjointement avec Alexandre Fontaine-Rousseau, co-scénariste de La Pitoune et la Poutine, là, vous avez fait une annonce commune, là, en fait. Vous êtes en train de travailler... Comment Alexandre a dit ça en ligne? Que c'est pas vraiment une suite de La Pitoune et la Poutine? C'est... Ben, dans l'esprit. Oui, c'est dans l'esprit. C'est plus que dans l'esprit. C'est dans l'univers de La Pitoune et la Poutine. On est au Bas-Canada. On est dans le Bush-Hiver. Okay. On est là. C'est un module. C'est un autre module que tu vas rajouter à ton Donjon et Dragon. Là. OK. C'est une aventure avec d'autres personnages, mais ça se passe dans le même univers. Parce que là, tu as annoncé que... Bon, lui, il a annoncé qu'il avait évidemment terminé de scénariser le tout, et que toi, après, je pense 2-3 jours après, t'annonces que tu as fini le découpage. Fait que je fais, OK, donc ils sont quand même avancés. Donc, vous visez une sortie pour quand? 2025? Oh là, ça fait des années là, que je dis qu'il y a une sortie là, à un moment donné, puis à chaque fois, c'est pas ça qui arrive. OK, là. je vais te poser la question autrement. Ton éditeur, il voudrait que ça sorte quand? J'aimerais ça que ça sorte pour Québec. Là. Québec l'année prochaine, en 2025? Ouais. Je ris parce que... Je pense que ça va marcher. OK.
Ben là, en même temps, c'est ça, c'est que tu fais ça à temps plein. Donc Oui. là, c'est à travers ta collaboration avec Charles Beauchesne, tes planches pour Curium, tes autres projets. Donc, mais par exemple, là, Ouais, mettons. Là. découper l'album, le prochain album que tu fais avec Alexandre, ça t'a pris combien de temps découper cet album-là? Ben, c'est ça, c'est parce que ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus, à peu près. Là. Ok. Dès la fin de la Pitoune et la Poutine, on se met là-dessus. Mais, tu sais, j'ai un enfant qui a 2 ans à ce moment-là. Fait que des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile. J'ai des jobs à temps plein à ce moment-là. Fait que des fois, c'est facile, des fois, c'est vraiment pas facile. Puis, ben, Alexandre Fontaine-Rousseau est un auteur extraordinaire et un critique de cinéma et un podcasteur. Et lui avec, de son côté, des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile. Ouais. Euh, Puis il travaille beaucoup en traduction aussi. Là. Il traduit beaucoup d'albums pour Donc, tu sais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, on pogne des bulles de jouer à Dragon Dice 3 fois par semaine plutôt que de travailler. Oui, mais Mais, même si vous avez l'impression de procrastiner, oui. je suis convaincu que ces joutes-là Ben, c'est ça qui arrive. c'est sont que profitables. Cet album-là, il s'est écrit en chunks. Donc, on a fait 100 pages. Je les ai storyboardés. Ouais. Puis là, il s'est rien passé pendant un bout. On se voit pour travailler, mais on niaise. Puis, mais à chaque fois qu'on se voit, tu sais, Ça avance, petit à ça petit, bouge. ça avance tranquillement. Ensuite, on se fait un gros chalet. Là, tu sais, un vrai chalet de travail. On finit ça. Là. On fait juste écrire 100 pages de plus pour découvrir que... Ah ouais, mais attends, là... C'est pas juste une joke, là, ce livre-là, maintenant. Là. C'est un vrai bon livre. Ouais. Ah, il faudrait que ça finisse bien, quand même. Ah ouais, OK, bon, ben... Fait que là, tu sais... quand est-ce que l'annonce a été faite? On était au chalet. Là. On était dans un autre chalet. Mais moi, j'ai vu Pour passer écrire ça en un ligne. autre Ok. 90 pages, tu sais, pour bien finir la patente. Donc, je suis toujours en train de storyboarder ça là, depuis 5 ans. Là. Fait que là, j'ai l'air d'avoir fait ça. Là, Ben, quand même, là, mais tu sais, Ouais. mais il y a il y a quand même un genre de 150 pages que j'ai sketché, là, tu sais, en 1 mois et demi. Mais c'est ça qui est formidable, là, tu sais, de travailler avec tout le monde. Là, tu sais, c'est pas... c'est plus long sketcher pour Charles Beauchesne, puis pour Iris, que pour Alex. Mais ça va aller plus vite à d'autres étapes pour, Ouais. tu sais, pour différentes raisons. Mais avec Alex, là, oh là là, que c'est le fun de travailler. Parce qu'il est de l'autre côté de la table, je suis ici, il est en train d'écrire. Puis à un moment donné, il va se lever à la tête, puis il va me shooter comme la meilleure joke que j'ai jamais eue de ma vie. Je vais rire. Je vais continuer de sketcher, puis 10 minutes plus tard, je vais être en train de sketcher la joke qu'il m'a dit. Ouais, 10 minutes plus tôt. Ouais. Puis là, je vais y montrer. On va rire encore. Puis, tu sais, 4 jours plus tard, on a écrit... Tu sais, il a écrit 90 pages, puis j'en ai sketché 40. Là. C'est vraiment le fun à travailler. Il y a quelque chose de très... immédiat, puis rock'n'roll. Là. Ben, je te dirais que c'est le dénominateur commun de tout ce que j'ai lu de toi à ce jour, que tu sois en solo ou que tu sois en collaboration, c'est le plaisir. Et le plaisir, c'est contagieux. Donc, quand on te lit, et moi c'est mon cas, je ris fort. Et j'ai vraiment l'impression aussi, je te dirais, de passer un moment avec un chum, tu sais, un bon ami avec qui on peut vraiment niaiser. C'est ça. Quand je te lis, j'ai l'impression d'être au chalet avec mon grand ami, puis il n'y a pas de filtre, puis... donc... Ah ben, faut pas se prendre au sérieux, puis... Oui, mais en même temps, faut que le plaisir soit contagieux, il faut que ce soit le fun à faire, parce que si c'est pas le fun à faire, c'est pas le fun à lire. Mais Encore, là, tu sais, Jimmy Beaulieu, là, Ouais. qui m'a appris ça. Que je vais me faire tatouer sur le corps à un moment donné, là. Jimmy, ça? Non, mais... Ok. mais tu sais, je pense que son conseil, c'est vraiment une page plate à faire, c'est une page plate à lire. Donc, Ouais. tu sais, l'espèce d'économie du plaisir, là, tu sais. Surtravaille pas ton texte parce que ça va être plate à sketcher, puis surtravaille pas tes sketchs parce que ça va être plate à ancrer.
Mais c'est très. Faut Mais que le il a plaisir raison. arrive jusqu'à la ligne d'arrivée, tu sais. Mais il a raison, Jimmy. Il a raison. Et Jimmy a raison parce que son travail s'inspire beaucoup du cinéma, des arts vivants. Puis quand on joue au théâtre et quand on joue au cinéma et quand on joue à la télévision, si on en fait trop, c'est terrible. Le spectateur, la spectatrice va trouver ça indigeste. Et il n'y a rien comme voir à la télévision une mauvaise pub où les acteurs surjouent, hein, où là on a l'impression qu'on saigne des yeux. Ben c'est ça. Et donc, moi j'en reviens au fait que quand je te lis, puis quand je parle du théâtre de boulevard, quand je parle des cabarets, puis c'est de là que je viens, c'est vraiment cette impression-là. J'ai l'impression que tu te mets dans une position des arts vivants. C'est-à-dire que c'est toujours très bien dosé ce que tu fais. En même temps, tu es dans la performance et on sent vraiment ton plaisir intact. Donc, je sais pas comment tu fais ça, mais je te souhaite de continuer à le faire très très longtemps. Parce que c'est ça aussi la bande dessinée. Hein? Des fois, les gens et moi, on me dit « Ah ouais, mais là, j'ai lu tel roman graphique. » Je veux pas tomber dans la guerre sémantique de bande dessinée versus roman graphique. Ne crains rien. Mais aussi, c'est ça, tu sais. La bande dessinée, elle est multiple. Et quand je sais que j'ai envie de passer un bon moment, que j'ai envie de rire un bon coup et que j'ai vraiment envie de me... C'est comme de me... En fait, lire un album de Xavier Cadieux, j'imagine que c'est comme se mettre la face devant un réacteur d'avion qui envoie beaucoup d'air, tu sais. J'ai plus de cheveux, mais j'ai l'impression que j'ai le toupette là, qui est rendu en arrière. Quand je te lis, c'est ça. C'est comme... C'est une charge. C'est comme Fmur, exactement comme Fmur. Donc, félicitations, Xavier. C'est toujours un immense plaisir de te lire. Et là, juste pour rassurer tout le monde qui écoute, les ronflements que vous entendez, c'est ma petite Pog qui est couchée. Hein? Parce que elle, je veux dire, pour vrai, la bande dessinée... à moins, en fait, si un jour tu dessines sur des morceaux de poulet, je pense que là, tu vas avoir une nouvelle fan. Écoute, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite pour terminer cette entrevue-là? Qu'est-ce qu'on te souhaite à part la santé, l'inspiration, le plaisir? Parce que j'ai vraiment l'impression que t'es parti. Que t'es parti pour un long marathon. Ben, je sais pas. Je sais pas. Plaisir, santé. Ben oui, ben oui. Y-a-tu... ok, je vais te poser la question autrement. Oui. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, te souhaiter de faire... Et là, je sais pas, là, mais de revisiter un héros. Par exemple, je sais pas moi, si on te disait... tiens, on aimerait ça te faire une histoire des tuniques bleues, par exemple. Est-ce que d'aller faire... De revisiter un héros classique, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Alors, peut-être. Ouais? Ben, peut-être. Je sais pas. Si je le fais, j'aurais pas de scénariste. C'est ça, c'est que tu le ferais... Oui. Ouais, ok. Puis, mettons un personnage, là, on dit n'importe quel, là, que ce soit franco-belge, que ce soit américain, que ce soit même un manga, peu importe. Là, si, mettons, là, on te donnait une carte blanche, là. Ah, c'est pas facile. Non, hein? Ok, je ferais peut-être un Paul. Tu ferais un Paul? Non, je pense pas que je ferais un Paul. Mais je les ai vus dans ta bibliothèque. Ah oui, non, mais attends. Mais il y a oui. quelque chose. Il y aurait quelque chose. Mais un Paul dans la jeunesse, là, tu sais, toute la portion adolescente de Paul, là, où il travaille au camp d'été, tout ça, pas le fâché quand même. Ben, peut-être Paul fâché. peut-être, Paul, ouais. je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je ferais avec Paul, là, pour vrai. C'est drôle, ça. C'est tellement personnel, là. Je sais pas pourquoi Ouais, mais... j'irais faire Paul. Ben, mais, je sais pas. Attends. Il y en a des affaires. Hey, sais-tu quoi? Attends. Ben, ça, c'est parce que j'en parle souvent avec Alex Fontaine. Mais si je pouvais faire un comic book des Ewoks, pour vrai, là, cette série-là... Mais ça, pour vrai, Alex pourrait l'écrire. Oh, s'il voulait, là, il pourrait me l'écrire. Parce que tu sais qu'ils ont fait... depuis que Star Wars, la franchise est rendue chez Marvel, là, les comics, ils ont fait une série sur les droïdes.
Ils avaient fait un one-shot sur les droïdes qui était pas mal, mais là, j'avoue que les Ewoks... Je pensais que t'allais dire Jar Jar Binks. Non. Mais les Ewoks, en même temps, ouais... Non, les Ewoks, je les aime d'amour. Ah oui, hein? Ouais. Toi, t'as écouté les 2 films, plus la série animée, tout ça? Non. Ok, Tu sais, mon premier film, c'était Le Retour du Jedi, parce que j'avais l'âge d'écouter ça. Ouais. Donc, moi, ben oui, le château de Jabba the Hutt, puis les Ewoks, je vivais juste pour ça. Moi, je pense que ce que je paierais pour lire, là, c'est qu'Alexandre Fontaine-Rousseau et toi, vous faisiez une suite en bande dessinée au spécial de Noël. As-tu déjà vu le spécial de Noël? J'ai écouté le spécial de Noël. Oh my God! Parce qu'il y a des... Non, il n'y a pas des Walks, il y a des Chewie là-dedans. Il y a des Chewbacca. Ouais, c'est ça, il y a la famille Chewbacca. Ouais. Ben oui, absolument. Là. Mais là, moi, je m'en allais... si, par exemple, là, moi, je sais pas, là, on me mettait éditeur d'un projet, puis qu'on me disait, OK, tu t'amuses à jouer à l'agent de casting entre des personnages et des créateurs. Sais-tu ce que je te ferais faire, moi? Je te ferais faire du Onésime d'Albert Chartier. Ah ouais! Parce que ça a du swing. Oui. Dans le dessin, il me semble que je te verrais, moi, faire une histoire avec Zénoïde, puis... Ben, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'un de mes fantasmes, là, c'est quand je lis de Chartier ce qu'il a fait avec Les Belles Histoires des Pays d'en haut. Ah oui, que je trouve, oui. c'est vraiment bon. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun, je trouve ça drôle. Ouais. Puis, tu sais, je l'ai lu beaucoup, cet album-là. Il y a une belle compilation. Oui, là, qui était dirigée par Michel Viau, oui. Puis, je l'ai lu là, plusieurs fois. Puis, je me dis, ça, là, c'est le genre d'affaire. Il y a un univers parallèle où Watatata, justement, a ce traitement-là. Ben, c'est que c'est du feuilleton, en fait. C'est du feuilleton. Ouais. Mais c'est presque du feuilleton, tu sais. Il y a quelque chose où que chaque page est complète, tu sais. C'est pas tant à suivre, mais c'est un bon clip, là, tu passes à travers ces époques-là. Je pense que Watatata, avec ce traitement-là, là, exactement, des beaux gros strips classiques, là, tu sais. Puis une situation, pas trop caricature, juste parfait, là. Oh là là, que je lirais ça comme du bon flan. Ben écoute, rêvons. Oui. Je suis sûr qu'il y a des... Je suis sûr que les grands businessmen qui nous écoutent en ce moment ont des idées plus actuelles que publier un excellent strip de Watatata. Mais... Ben écoute, moi je lirais ça, c'est sûr et certain. Ben, Xavier Cadieux, merci beaucoup d'être passé au micro d'Entre-deux Cases. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir enfin pu discuter avec toi. Et j'invite tous les auditrices auditeurs à se garrocher sur tes albums. Et 2025, il me semble que ce serait une bonne année, ça, pour lire la non-suite de La Pitoune et la Poutine. Donc, bon vent à Alexandre et à toi. Et bon vent à toi dans tous tes projets à venir. Merci beaucoup, c'était mon privilège. Oh, le privilège est mien. Merci beaucoup, Xavier. Pour suivre Xavier Cadieux, rendez-vous au xaviercadieux.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique leduc.ca. À bientôt.